c'est quoi le code génétique, ce serait important de peut-être se revenir sur l'idée sur c'est quoi l'expression d'un gène. Donc, l'expression d'un gène, c'est dans le fond le passage du code de l'information génétique qui se trouve dans un gène, donc dans l'ADN, à l'ARN, qui, lui, est capable de sortir du noyau pour qu'il puisse coder pour ce qu'on fait, pour ce qu'on appelle une protéine. Donc, dans le fond, toutes les protéines viennent de gènes dans notre ADN. Et donc, si un gène est exprimé, c'est qu'on retrouve dans la cellule des protéines qui correspondent à ce gène. Si un gène n'est pas exprimé, ça veut dire que dans la cellule, on ne retrouvera aucune protéine qui corresponde à ce gène. Les expressions des gènes peuvent varier. Une cellule peut exprimer beaucoup un gène et une autre cellule peut exprimer un peu un gène. Et donc, on peut retrouver des concentrations relatives de protéines dans une cellule et ça va nous permettre de déterminer le niveau d'expression. Donc, à quel point ce gène est exprimé veut dire à quel point la cellule fait de cette protéine-là qui vient de ce gène. Donc, comment est-ce qu'on fait qu'une protéine soit produite? Bien, il y a deux étapes. La première étape qu'on va voir aujourd'hui, c'est la transcription, où on passe du code qui se trouve dans l'ADN pour donner un intermédiaire qui s'appelle l'ARN, qui lui est un messager, qui va pouvoir sortir du noyau. La deuxième étape de l'expression d'un gène, ça s'appelle la traduction, et c'est où le code de l'ARN, qui vient originellement de l'ADN, est utilisé pour pouvoir faire une protéine à l'aide des ribosomes dans le réticulum endoplasmique rugueux. Donc, les deux étapes sont la transcription, la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN matrice. Matrice veut dire c'est sur laquelle qui a été copié. Et la traduction, ça va être la synthèse de la protéine à partir de l'ARN matrice. Donc, la matrice, c'est qu'est-ce qui va être lu ou utilisé pour faire quelque chose. Donc, ici, c'est l'ADN qui est utilisé pour faire l'ARN, puis ici, c'est l'ARN qui est utilisé pour faire les protéines. On va commencer par la transcription. Avant de commencer, on va juste revenir un petit peu sur c'est quoi la différence ou les similarités entre l'ADN et l'ARN. Rappelez-vous que l'ADN est double brin, tandis que l'ARN est simple brin. L'ADN est fait de nucléotides adénine, guanine, cytosine et thymine, et l'ARN est fait de nucléotides adénine, guanine, uracile et thymine, c'est-à-dire que tu as une différence ici. Il y a aussi une différence au type de sucre. Donc, rappelez-vous qu'un nucléotide, c'est un sucre qui est un pentose qui est attaché à une base azotée et sur lequel il y a un phosphate en 5'. 1', 2', 3', 4', 5'. Donc, le sucre pour l'ADN est un sucre désoxyribose, c'est-à-dire qu'il a un OH, non, il a un H ici, en position 2. Il y a toujours un OH là. Par contre, l'ARN, lui, va avoir un OH en position 2, donc ça va être un sucre ribose. Comment est-ce que le gène est exprimé? Bien, de manière générale, on va voir que l'expression d'un gène chez les eucaryotes est différente chez les prokaryotes. Si on commence à regarder les différences, la plus grande différence, c'est que la majorité de l'ADN eucaryote vont être associés à des histones. Ça veut dire qu'ils sont super enroulés. Ils sont enroulés autour de tes octamères d'histones. Et donc, beaucoup des gènes sont inaccessibles parce que pour pouvoir accéder à un gène, il faut que tu aies des enzymes qui soient capables de s'attacher à l'ADN, de dérouler l'ADN, de défaire l'hélice pour avoir un seul brin d'ADN et d'être capable d'utiliser le brin d'ADN comme brin matrice pour synthétiser une séquence complémentaire d'ARN. Donc, ça ressemble un petit peu à la duplication de l'ADN. C'est juste qu'au lieu de faire un nouvel ADN à partir du brin matrice, tu vas faire un nouvel ARN qui va être complémentaire au brin d'ADN qui est lu par ton enzyme. Mais parce que si c'est enroulé, ça va être difficile d'y accéder. C'est-à-dire qu'une des façons de réguler l'expression d'un gène chez les eucaryotes, c'est de soit dérouler certaines régions de l'ADN ou super enrouler certaines régions de l'ADN. Par contre, les prokaryotes n'ont pas de l'ADN super enroulé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'ADN. Et donc, eux, leurs gènes sont beaucoup plus facilement accessibles. Les eucaryotes, eux, ont 3 types d'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est l'enzyme qui est responsable de
lire, je mets ça entre guillemets, la séquence d'ADN qui est sur un des deux brins de l'ADN et de créer la séquence complémentaire qui va être de l'ARN. Et donc, c'est l'ARN polymérase qui synthétise l'ARN à partir de l'ADN. Le transcrit primaire de l'ARN messager ne va pas être fonctionnel. C'est-à-dire que dès que l'ARN est fait, il doit être modifié chez les eucaryotes pour pouvoir être utilisé. On va voir ces modifications un petit peu plus tard. Et la dernière chose, c'est que chez les eucaryotes, l'ARN messager est synthétisé dans le noyau et exporté dans le cytoplasme. Par contre, chez les prokaryotes, rappelez-vous qu'ils n'ont pas de noyau. Ça veut dire que la synthèse de l'ARN messager se fait simultanément à son utilisation pour pouvoir faire des protéines parce qu'il n'a pas besoin d'être exporté du noyau. Il est en présence des ribosomes qui peuvent faire, dans le cytoplasme, qui peuvent faire la traduction, qui est la dernière étape. Donc, si on regarde les différents types d'ARN, il existe plus que juste de l'ARN messager. L'ARN messager, c'est lui qui permet de faire l'intermédiaire entre l'ADN, donc le gène, et la protéine. Par contre, il existe d'autres types d'ARN qui, eux, ne codent pas pour des protéines, donc ne vont jamais donner des protéines. Comme par exemple des ARN de transfert, que l'on va voir aussi dans cette leçon, de l'ARN ribosomique, qu'on va aussi voir, mais dans une prochaine leçon, des micro-ARN et d'autres types d'ARN viral, etc. Donc, ceux-là ne sont pas trop importants à connaître pour ce cours. Pour pouvoir identifier un gène, donc les gènes, si l'ADN est une séquence de nucléotides qui est linéaire, qui n'a pas d'espace les uns à côté les uns des autres. C'est pas comme un livre où tu as des mots qui sont espacés par des espaces. C'est pas comme si tu as des ponctuations, tu n'as pas de page. Ton ADN, c'est une longue molécule linéaire, double brin à double hélice comme ça. Et donc, comment est-ce que la machinerie qui permet d'identifier les gènes et d'exprimer un gène savent où se trouve le gène? Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de flèche. Donc, qu'est-ce qui fait que la machinerie de transcription, donc celle qui permet de faire l'ARN à partir d'un gène, sait où commencer et où s'attacher pour recopier un gène? Mais ils vont se lier à ce qu'on appelle des promoteurs. Donc, pour qu'un gène soit exprimé, ce gène-là doit avoir un promoteur. Si un gène, je mets ça entre guillemets, n'a pas de promoteur, le gène n'est pas un gène, on appelle ça un pseudogène, et ne donnera jamais une protéine. Donc, le promoteur, c'est ce qui permet la reconnaissance chez les eucaryotes du début d'un gène. Les ARN polymérases sont capables de reconnaître les promoteurs. Le promoteur de l'ADN polymérase 2 va généralement se retrouver à plusieurs kilobases, donc plusieurs mille bases avant. Donc, en amont, c'est devant le site d'initiation de la transcription. Donc, il va se retrouver à plusieurs, quand même une distance qui peut être considérable de l'endroit où l'ARN polymérase 2 va commencer à créer et synthétiser l'ARN. Et généralement, le promoteur, comment est-ce qu'il reconnaît le promoteur? L'ARN polymérase va reconnaître ce qu'on appelle une boîte TATA, qui est une boîte, c'est même pas une boîte, c'est juste une séquence de nucléotides qui est riche en T et en A, et qui va généralement se retrouver à peu près à moins 25 paires de bases de ton site d'initiation de la transcription. Donc, si on regarde ceci, c'est un gène. Donc, le gène est ici. Le gène va avoir un premier codon qui permet de créer, qui permet de permettre à l'ARN polymérase de reconnaître qu'il doit commencer à créer et synthétiser l'ARN à partir de ce gène. Mais avant qu'il commence, l'ARN polymérase va venir s'attacher et va reconnaître la boîte TATA qui est ici, qui se retrouve dans la région qu'on appelle le promoteur ici. On va aussi avoir peut-être d'autres protéines qui vont permettre de recruter l'ARN polymérase ici, parce qu'il va ouvrir le promoteur. Mais si on regarde la séquence promotrice, généralement autour de moins 25 paires de bases, donc ça, ce serait moins 25 paires de bases, si on considère que ça, c'est 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7.
généralement. Donc, etc. Si tu continues à compter, tu vas être dans la vingtaine ici. Tu vas reconnaître une séquence qui est riche en T et en A, que l'on retrouve chez différents organismes, chez les lapins, les souris, les poulets, même les virus. Ils ont toute cette séquence riche en T et en A qui est à peu près à moins 25 paires de bases de où la transcription commence. Et c'est comme ça que l'ARN polymérase et d'autres protéines qui initient la transcription sont capables d'identifier le début d'un gène. Et c'est aussi une des façons que les scientifiques, eux, ont identifié le début des gènes. Ils peuvent, après avoir séquencé le génome, ils ont été ensuite capables d'aller chercher, à l'aide de logiciels, des régions, des endroits où on retrouve beaucoup de T et de A. Et à partir de ça, ils ont étudié pour essayer de voir d'autres séquences caractéristiques d'un promoteur comme la boîte CAT ou la boîte GC. Et ils ont été capables d'estimer qu'il y avait des gènes à certains endroits, puis avec d'autres études, ils ont été capables de les identifier et savoir quelles protéines qu'elles produisaient. Maintenant, les gènes sont exprimés lorsque l'ARN polymérase s'attache à la boîte TATA, qui est disponible parce que d'autres protéines se sont liées dans le promoteur pour activer le promoteur. L'ARN polymérase se lie à la boîte TATA et à la séquence promotrice et elle avance jusqu'à temps qu'elle arrive au codon d'initiation. Donc, le codon d'initiation, remarquez, il est ici. Donc, et c'est là où la transcription va commencer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la transcription va commencer et l'ARN polymérase va commencer à ajouter des nucléotides à ARN qui sont complémentaires à la séquence qu'elle lit. Je mets ça entre guillemets. L'ARN polymérase va seulement se lier à un des deux brins. Lors de l'initiation de la transcription, une des choses que l'ARN polymérase doit faire, si l'ADN est double brin, c'est d'ouvrir les deux brins pour avoir accès à un des deux. Donc, imaginez que tu as maintenant une boucle qui s'ouvre dans laquelle tu vas avoir l'ARN polymérase qui a ouvert la double hélice et elle doit choisir sur quel brin se lier. Pour savoir sur quel brin se lier, il faut que, naturellement, c'est le site d'initiation qui va le déterminer, mais le brin codant, une des choses qu'il a en particulier, c'est une séquence qu'on appelle le TAC. Donc, cette séquence TAC va toujours être sur le brin qui va être utilisé par l'ARN polymérase pour initier la transcription. Donc, si je fais 3', 5', 5', 3', l'ARN polymérase va reconnaître le TAC qui va se retrouver ici et elle va s'attacher ici et c'est là où elle va continuer à faire la transcription de ton ARN messager dans la direction 5', 3'. Donc, l'ARN polymérase, comme l'ADN polymérase, peut seulement ajouter des nucléotides à une extrémité 3' qui a un groupement hydroxyde OH pour former une liaison phosphodiester et donc peut seulement créer et synthétiser le nouveau brin d'ARN, ici c'est pas de l'ADN mais de l'ARN, à partir d'un brin matrice. Elle ne va pas faire la synthèse de l'autre brin parce que l'autre brin va être dit le brin qui va être non codant. Maintenant, le brin qui est codant plutôt. Donc ici, c'est là où la confusion peut arriver. Le brin matrice, c'est le brin d'ADN sur lequel l'ARN polymérase s'attache et commence à ajouter des nucléotides à ARN complémentaires à ce brin d'ADN. La séquence de l'ARN est complémentaire au brin matrice. Si la séquence d'ARN est complémentaire au brin matrice, la séquence d'ARN qui est ici est identique à la séquence d'ADN qui est de l'autre côté. C'est pour ça que même si l'ARN polymérase se lie ici et fait la synthèse de ce brin ou de l'ARN qui correspond à la séquence complémentaire de ce brin, la séquence complémentaire de ce brin, qui est ici, va être identique à l'autre brin qui n'est pas lu par l'ARN.
Donc, remarquez que la seule différence entre ces deux séquences et celle-là, c'est que les thymines sont remplacées par des uraciles, parce que ça, c'est de l'ARN au lieu de l'ADN. Donc, le code génétique qui est maintenant dans l'ARN messager vient de l'autre séquence, celle sur laquelle l'ARN polymérase ne s'attache pas. C'est pour ça qu'on appelle l'autre brin sur lequel l'ARN polymérase ne s'attache pas le brin codant, parce qu'il code pour l'ARN messager qui lui va donner le code pour la protéine. Donc, le brin qui est codant, c'est le brin qui va donner la même séquence que l'ARN messager, tandis que le brin matrice, ou des fois on appelle ça le brin non codant, va être le brin qui va permettre à l'ARN polymérase de s'attacher. C'est le brin qui va contenir ce codon-ci qu'on appelle le codon d'initiation, le TAC, qui va ensuite permettre à l'ARN polymérase d'ajouter des nucléotides complémentaires à cette séquence. C'est-à-dire que l'ARN ici, ça va être C, C, G, C, A, A, U, et ainsi de suite. Et cette séquence-là, naturellement, est complémentaire à celle de l'ADN. Elle est identique à celle de l'ADN, sauf que c'est des uraciles au lieu des thymines. Ce qui mène à la deuxième partie de la transcription, que j'avais déjà mentionnée. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, après que l'ARN polymérase se lie au premier codon ici d'initiation, il va commencer la transcription du brin matrice, donc celui-là qui est non codant, pour donner une séquence d'ARN complémentaire au brin non codant, qui va être de l'ARN. Quand il va avancer, il va ajouter des nucléotides aux extrémités, à ARN, aux extrémités 3'OH du premier nucléotide qui a été ajouté, et former une liaison phosphodiester entre les nucléotides à ARN jusqu'à temps qu'il arrive à la séquence de terminaison. Donc, il va les ajouter et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'un ARN polymérase a commencé et la transcription ici et a commencé à avancer, un autre ARN polymérase peut venir se lier au promoteur, s'avancer, commencer la transcription. Ça veut dire que c'est pas obligé de transcrire, l'ARN polymérase n'est pas obligé de transcrire tout le gène avant qu'un autre ARN polymérase puisse se lier au promoteur. Ça peut se faire un à la file de l'autre et un à la suite de l'autre. Voici un exemple dans lequel on a une séquence d'ADN qui correspond à un gène. Et ça, c'est les brins d'ARN qui ont été formés par ce gène. Ce qui nous indique que le début du gène se retrouve ici. Et ça serait la fin du gène. Parce que plus que l'ARN polymérase avance et fait la transcription, plus que la longueur de l'ARN augmente. Et ici, tu peux donc voir qu'il y a plusieurs d'ARN polymérase, un à la suite de l'autre, qui ont fait la transcription de ce gène. Et ça, c'est chaque filament, c'est l'ARN. Et ici, à la liaison du filament et de l'ADN, il doit y avoir un ARN polymérase qui fait la transcription. Comment est-ce que l'ARN polymérase sait qu'elle a terminé de faire l'ARN messager qui correspond à ce gène? Bien, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir une séquence de terminaison qui va arriver. Et donc, l'ARN polymérase va passer à travers cette séquence-là où elle va voir une région riche en adénine et en thymine. Il va avoir une région riche en adénine, en cytosine et adénine. Et il va avoir une région riche en guanine et thymine. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir la formation entre celui-ci et celui-là dans l'ARN messager. Donc ici, c'est pour l'ARN messager. Il va avoir la formation d'une boucle épingle. Donc ça, ce serait le 5', ça, c'est le 3'. Le CA serait ici. Le UG serait là. Et parce que C est complémentaire à G, ils vont faire des liaisons hydrogènes entre elles. Et parce que A est complémentaire à U, ils vont faire des liaisons hydrogènes entre elles. Et donc, même si l'ARN est simple brin,
Ces deux régions-là vont pouvoir former des liaisons hydrogènes ensemble pour donner une structure secondaire. La formation de cette structure secondaire force l'ARN polymérase de se détacher de l'ADN parce que la structure secondaire va avoir créé de l'interférence avec l'enzyme et elle va donc se détacher de ton ARN, de ton ADN et l'ADN va pouvoir se refermer si le gène va être désactivé. Et donc, rendu à cette étape-ci, tu vas avoir ton ARN messager qui va être détaché, ton ARN polymérase qui s'est détaché à cause de cette boucle épingle qui s'est formée à la fin après avoir créé la région riche en CA et la région riche en GC de ton ARN. Et ça va faire en sorte que l'ARN maintenant a terminé d'être transcrit et va pouvoir être modifié pour devenir de l'ARN messager mature qui peut, elle, ensuite donner la séquence d'une protéine par ce qu'on appelle la traduction. Donc, si on regarde du début à la fin, tu as l'ARN polymérase qui se lie au promoteur d'un gène et qui va reconnaître la boîte Tata. Il va avancer jusqu'au début de la transcription et au début de la transcription, va commencer la transcription, va ouvrir la double liste d'ADN et va se lier au brin matrice qui est non codant pour faire la synthèse de l'ARN messager qui n'est pas mature, donc le pré-ARN messager, qui est complémentaire au brin non codant, mais qui est identique, sauf que c'est des uracils au lieu des thymines au brin codant. Il va avancer et donc va ajouter des nucléotides à l'extrémité 3' de tes nucléotides à ARN, de ton ARN messager qui est en train d'être synthétisé. Donc, va faire la synthèse de l'ARN messager dans la direction 5' et 3' de l'ARN messager, ce qui veut dire que le brin matrice doit être 3', 5', donc doit être complémentaire. Quand je parle du brin matrice, je parle de lui. Et il va avancer jusqu'à temps qu'il arrive dans une région ici qui est riche en G, T et en C, A, ce qui va faire que l'ARN ici va être riche en C, A et en GU, ce qui cause la structure secondaire qui fait que l'ARN polymérase se détache, la double hélice se referme et le gène n'est plus transcrit. Mais comme vous avez vu précédemment, on peut avoir plusieurs ARN messagers et ARN polymérase qui font la transcription un à la queue leu-leu. Lorsqu'on fait l'expression d'un gène, ce n'est pas toujours un ARN polymérase, un gène en entier. Tu peux avoir plusieurs ARN polymérase qui se lient au même gène, mais juste un après l'autre. L'ARN polymérase qui est produit à ce moment-là n'est pas mature. Il doit être modifié et il doit y avoir 3 modifications qui soient faites à cette pré-ARN messager. Il doit avoir l'ajout de la coiffe en 5', l'ajout d'une séquence poly-A et ce qu'on appelle l'épissage alternatif, ou l'épissage plutôt. Ces modifications sont faites pas à la fin, sont généralement faites au fur et à mesure que la transcription se produit. La coiffe en 5', qui est dans le fond un nucléotide modifié qu'on appelle une méthylguanosine, va être ajoutée à l'extrémité 5' de l'ARN messager dès le début de l'initiation. C'est-à-dire que dès le début ici, tu vas avoir l'ajout d'une méthylguanosine, qui est un nucléotide modifié, donc METG, qui va être ajouté ici en 5', parce que ça, c'est l'extrémité 5' de ton ARN messager, comme je l'ai indiqué ici. Donc ici, tu vas avoir ta coiffe en 5' qui va être placée. Donc ça, c'est ta coiffe. L'autre modification qui doit se produire, c'est que pendant que l'ARN est produit, il va y avoir des séquences dans le gène qui ne vont pas coder pour une protéine qu'on appelle des introns, et ces introns doivent être enlevés. Et ça va se faire au fur et à mesure que l'ARN messager, l'ARN polymérase avance et que l'ARN messager est créé. Et à la fin, dans la partie ici, il va y avoir une séquence poly-A qui va être ajoutée à la fin de ton ARN messager pour pouvoir stabiliser ton ARN messager. Donc, si je reviens à l'épissage, et avant de revenir à l'épissage, je vais venir vous montrer la séquence d'ADN que j'avais mis initialement. Donc, ici, on a un gène.
chez les eucaryotes, on a quelque chose de particulier qui est qu'on a des régions dans notre gène, des séquences dans nos gènes qui ne codent pas pour des protéines. Et donc, vont jamais se retrouver dans la séquence des ARN messagers matures et ne vont pas se retrouver dans la séquence des acides aminés des protéines qui correspondent à un gène. Ces séquences-là correspondent à ce qu'on appelle des introns. Ça veut dire que les seules séquences qui vont donner une protéine, donc qui vont coder pour une protéine dans un gène eucaryote, c'est ce qu'on appelle des exons. Ça veut dire que l'ARN messager qui a été transcrit ici contient des régions qui doivent être enlevées. Donc, cette région-ci doit être enlevée et cette région-là doit être enlevée pour pouvoir donner ton ARN messager mature. C'est-à-dire que ça serait ton pré-ARN messager. Ton ARN messager mature, dans le fond, serait seulement la séquence ici, plus celle-là, plus celle-là. Donc, la séquence 1, 2 et 3. Donc, tu aurais seulement cette séquence et cette séquence, et qu'il n'y aurait pas d'intron à l'intérieur. Tu aurais ta coiffe en 5' et tu aurais ta queue poly A en 3' de ton ARN messager mature, et tu aurais les 3 exons de ton gène. Les introns sont enlevés. Puis ça, c'est la deuxième modification que j'avais mentionnée, c'est l'épissage des introns. Chez les eucaryotes, c'est pas nécessaire de faire d'épissage parce qu'ils n'ont pas d'introns. Pas les eucaryotes, les prokaryotes. L'ADN et les gènes prokaryotes ne contiennent pas d'introns et donc il n'y a pas d'épissage dans leur cas. Ils n'ont aussi pas besoin d'autres modifications, ils n'ont pas besoin de la coiffe et ils n'ont pas besoin de la queue poly A parce que leur traduction ne nécessite pas que l'ARN messager soit exporté du noyau. Et cette modification, donc la coiffe en 5' permet d'exporter l'ARN messager du noyau des eucaryotes et l'ajout de la queue poly A permet d'augmenter la stabilité de cet ARN messager, ce qui n'est pas nécessaire quand tu n'as pas besoin que l'ARN messager aille et quitte et passe plus de temps qu'il faut à l'extérieur dans le cytoplasme. Chez les prokaryotes, la traduction se fait directement et presque simultanément avec la transcription. Mais chez les prokaryotes, les eucaryotes, il faut que l'ARN messager sorte du noyau et c'est ça qui nécessite ces modifications de l'ARN. Donc, comment est-ce que la machinerie d'épissage sait où se trouve un intron? C'est que, encore une fois, ces introns-là ont des séquences qui sont communes à tous les introns de tous les organismes vivants et ont donc, au début d'un intron, donc entre un exon et un autre exon, donc exon 1 et exon 2, ça ce serait intron 1. Le début d'un intron est très riche en GU. Au milieu d'un intron, tu vas avoir une séquence, une région qui est très riche en ces nucléotides. Plus que la lettre est grosse, plus que les organismes ont cette lettre-là. Et tu vas avoir la fin d'un exon qui va être très riche en AG. Et tu vas avoir une enzyme qui va reconnaître ces séquences-là et va être capable de briser la liaison phosphodiester à la fin d'un exon et créer une liaison avec un groupement OH du nucléotide adénine qui est ici du milieu de ton exon et aussi couper la liaison phosphodiester ici et faire en sorte que ce nucléotide peut être attaché au nucléotide de l'autre exon, faisant en sorte que maintenant, on va avoir les deux exons attachés ensemble et tu vas avoir un intron qui va former une structure qu'on appelle un LARIA puis qui va être dégradé par de la machinerie de dégradation d'ARN. Les exons, donc l'ARN messager mature, doit ressembler généralement à ceci. Ça va être fait d'ARN, tu vas avoir une coiffe en 5' qui est une méthylguanosine modifiée, qui va être ajoutée au premier nucléotide qui a été transcrit lors de l'initiation de la transcription. La transcription va créer un ARN messager qui va avoir seulement des régions codantes. Donc, cette région codante n'a pas d'intron. Ça va seulement être des exons. Le début de la région codante va être le codon d'initiation AUG que j'avais mentionné plus tôt, qui sur le brin matrice, donc complémentaire ici, devrait être TAC. Et
l'initiation de la transcription se fait un peu avant ce codon d'initiation et va générer ce qu'on appelle une région non traduite, donc untranslated region, qu'on appelle ici, parce que c'est l'extrémité 5' de ton ARN, ça va être ton 5' UTR. Et ce 5' UTR aide à la régulation de l'expression, donc il peut faire que l'ARN soit dégradé plus rapidement, soit plus stable, ou soit utilisé plus fréquemment pour la traduction. Donc, ça peut augmenter la quantité de protéines produites ou diminuer la quantité de protéines produites à partir de cet ARN messager. Il va y avoir à la fin une séquence poly-A qui a été ajoutée, qui, elle, va se retrouver avec la séquence qui contient la région riche en GC, en GA plutôt, CA et GC, oui, c'est ça. Et, non, GA et CA et GU, plutôt. Et cette région-là va s'appeler le 3' UTR, parce que ça, c'est la fin de ton ARN, qui va être l'extrémité 3', qui, elle, va être aussi une autre région régulatrice qui peut augmenter l'expression de cet ARN messager ou faire en sorte que tu as plus de protéines qui peuvent être faites à partir de cet ARN messager. L'ARN messager mature a maintenant tout ce qu'il faut pour être exporté du noyau. Et lorsqu'il va être exporté du noyau, il va se retrouver dans le réticulum endoplasmique rugueux qui entoure le noyau et qui a des petits points. Puis les petits points, c'est les ribosomes. Et c'est là où va se faire la prochaine étape de l'expression d'un gène qui va être la traduction et qui va se retrouver expliqué dans un prochain vidéo.